Donc qu'est-ce qu'on dit Xavier pour cette rencontre Quentin, pardon, je sais pas pourquoi je me confonds aujourd'hui. Il a une tête de Xavier aujourd'hui. Ouais, je sais pas, tu me fais penser à Xavier, c'est peut-être le petit col mignon là comme ça. La chemise. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir, un bonheur de vous retrouver en 2026. Comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, ça mange pas de pain. C'est votre pourboire à vous et abonnez-vous, bien évidemment. On va repartir sur une saison exceptionnelle. Ça y est, c'est bon, on s'est embêté pendant 6 mois. Maintenant, ça va vraiment devenir extrêmement passionnant avec les playoffs qui arrivent et évidemment la Coupe du Monde. Et puis, surtout, plein de cadeaux à vous faire gagner, comme aujourd'hui, puisqu'on va vous faire gagner un maillot du club préféré de Xavier. Voilà, bonjour Xavier, comment ça va? Ça va pas mal et toi? On fait gagner le maillot de quel joueur aujourd'hui? De Ardon Jafari, le dernier soulier d'or. Exactement, le dernier soulier d'or, Ardon Jafari, soulier d'or, il en sera question dans quelques instants. Pour le remporter, c'est très simple, il faut tout simplement vous abonner à la page Instagram de Unibet Experts et puis donner le score final de la rencontre entre Como et Milan et sur petit supplément, combien de minutes jouera Ardon Jafari dans cette rencontre? Voilà, ce sera à vous de nous le dire évidemment dans les commentaires, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Ça va? Très bien, très bien. T'as fait la fête Ouais, non, tranquille. le 31, Cette année, tranquille, repos. Ouais. C'est surcoté du Valent. Voilà, il devient vieux. Hein. Il a changé. Il a changé, exactement. Fini les boîtes de nuit, les sorties et tout. Il est plus en pump-up et tectonique. Dans 3 semaines, on voit une story en boîte de nuit. Voilà, c'est ça, exactement, Non, exactement. Pas Pour du enjoy les résultats du groupe, hein? Ouais. Ouais, excellent. Bon, allez, comment ça va, mon Quentin? Ça va très très bien. Content d'être de retour. Moi aussi, très content de parler à nouveau football avec toi. On va rentrer dans le vif du sujet, les amis, tout bonnement et simplement. On en parlait de ce soulier d'or donné à Ardon Jafari. Alors forcément, j'ai reçu pas mal de messages de la part notamment de supporters de Bruges en me disant « Mais non, attends, faut quand même parler d'un truc, c'est un scandale. » Christos Tsolis a été lésé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Complètement, mais c'est même pas qu'il soit... Enfin, en fait, c'est le concept qui me dérange, moi, en fait, du soulier d'or. C'est pas forcément le fait que ce soit Jafari ou Tsolis qui l'ait eu, c'est juste le concept sur l'année civile. On n'octroie pas un trophée à un joueur sur une année civile, je trouve. C'est sur une saison. Et là, on est sur une demi-saison de la saison dernière et une demi-saison de la nouvelle saison. Donc, c'est un peu trouble. J'aime pas trop le concept et je pense que ça perd dans sa popularité aussi. Je trouve d'année en année, les gens sont plus autant attentifs. J'avais même oublié que c'était le soulier d'or. Moi, juste pour vous dire que franchement, cet événement-là, je suis plus trop fan. Oui, c'est vrai que j'ai vu en fait un tweet de mon pote Peter-Jan Kalkoun qui mettait ses votes. C'est un journaliste de Newsblatt, en expliquant, voilà, j'ai voté pour lui, et grâce à ça, j'ai su qu'il y avait un truc lié au soulier d'or, mais je savais même pas que c'était le jour où lui a donné ses votes, quoi, tu vois. C'est vrai qu'effectivement, ça passe un peu à la trappe. Ouais. On a l'impression que c'est une autre époque aussi, cette histoire de soulier d'or. C'est plus la même chose, non. Avant, on donnait beaucoup plus d'importance à ce trophée-là, et là, je trouve que d'année en année, ça perd sa valeur, malheureusement. Et je pense que c'est vraiment le gros souci, c'est le fait que ce soit sur une année civile et pas sur la saison complète. Oui, parce que est-ce que ça, justement, on peut le dire, Xavier, ça nuit à l'objectivité des choix? Bah clairement, parce que comme ici, en l'occurrence, Jafari, il a fait une bonne demi-saison, et ici, il était pas là, donc soit faut changer le concept, soit faire en sorte que si t'es transféré durant le mercato d'été, ben t'es plus éligible. Parce que effectivement, comme dit, Tsolis, il méritait clairement, mais t'as juste une personne qui a pris beaucoup de points sur la première moitié de saison et puis il se retrouve vainqueur de soulier d'or, donc le concept un peu... Et ça faisait 30 ans que c'était plus arrivé que quelqu'un qui finit premier au premier tour remporte le soulier d'or. Donc, en fait, il a gagné le soulier d'or sur un tour. Ouais, et du coup, pour moi, je fais une autre analyse, c'est que ça en dit long sur notre championnat actuel. Donc, oui, ça on y reviendra plus tard, parce qu'aujourd'hui il sera question évidemment des avis impopulaires de nos chroniqueurs, mes avis impopulaires aussi, mais surtout les souhaits. Et ça, ce sera évidemment une question importante. Est-ce que Christos Tsolis a été lésé, Quentin? Oui, bien sûr, parce que il a été, niveau statistique, il était incroyable. Et moi, je rejoins ce qui a été dit ici précédemment. Pour moi, le soulier d'or doit être élu sur la saison, donc à la fin de la saison, pas à la fin de l'année civile, parce que ok, Jafari, il a fait une demi-saison incroyable, il était très 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 fort, mais il n'a pas joué la deuxième partie, donc pour moi, il ne devrait pas être vraiment éligible par rapport à quelqu'un qui a joué ces deux-là. Donc il y a ça à corriger, et aussi le fait de le diffuser sur une chaîne publique francophone aussi. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas forcément concerné ou autre, parce qu'on n'a pas la possibilité de le voir. C'est pas comme le cas en France. En France, où cette émission a énormément de succès, la remise des trophées et tout, fait énormément parler.
sur les réseaux, sur la chaîne qui le diffuse. Ici, il n'y a pas une chaîne publique qui réussit à retransmettre ça et je trouve que c'est aussi un manque parce qu'on parle quand même de notre championnat, on parle quand même de la récompense de quoi? Du meilleur gardien, du meilleur joueur. Donc ça doit attirer quand même tout amateur du football du championnat belge. Et donc ça aussi, c'est dommage. Ouais, c'est la chaîne L'équipe qui diffuse. C'est ça, exactement. Effectivement, c'est UNFP, les trophées, ouais. UNFP. C'est ça, exactement. Ça, c'est la fin de saison. Oui, Donc, oui, nous, puis- on a ça aussi. Donc, en fait, on a Solidor plus les trophées de fin de saison. Donc, c'est un peu bizarre. Oui, en fait, globalement, l'idée la plus intelligente, ce serait peut-être de faire une collaboration entre la Pro League et Headlights News pour avoir un trophée en fin de saison, Ouais, bien un seul sûr. et même trophée, Ouais, quoi. bien sûr. Mais ils feront jamais ça. Ouais. Parce que c'est quoi? C'est économiquement, peut-être qu'ils ont Non, plus je pense intérêt qu'ils à le ont- faire? Ils ont pas les pour le faire. Ok, Tu vois? très bien. Je Bah pense écoute, que c'est ça. ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on va suivre Christos Solis avec beaucoup d'attention. Il trône déjà en tête de notre Football Time Award. Hein. Il Bah gagne beaucoup de points depuis le début de saison. À voir s'il sera encore là pour la C'est deuxième ça, ouais. partie du championnat. Il sera encore au club de Bruges. Écoute, pour le moment, en tout cas du normalement, côté de oui. Bruges, ils sont sereins. Ce qu'ils cherchent, c'est un ailier. Ils vont certainement pas vouloir en perdre un. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. Mais après, même lui l'a dit, que s'il y a un grand club de Première Ligue qui vient, ce qu'il avait déclaré à la presse néerlandaise, comme quoi il partirait plus cet été, mais que si un grand club venait ici en janvier, on sait il aime bien Liverpool, mais Tottenham aussi qui recherche un ailier, parce qu'ils ont perdu, ils ont vendu Brennan Johnson, ils ont Kudus qui est blessé, donc ils ont besoin d'un ailier. Ils ont eu l'argent via la vente de Brennan Johnson de montant que demande Bruges pour Tsolis. Donc ça, dans le foot, on sait Après, que ils ça peut viennent aller de vite. mettre 40 millions sur Conor Gallagher. Je sais pas si Ouais, ils mais veulent c'est pas le même remettre poste, tu vois. encore. Ils ont besoin d'un ailier. Ils ont vraiment besoin d'un ailier, les Spurs. Donc ça peut aller vite. Hein. Mais je pense que Tottenham ne fait pas partie de la sélection que Solis veut parce qu'il Ouais, est mais très après, ça reste ambitieux. un bon club. Ouais, quoi. ouais, je sais, mais dans Ouais, ce ouais, qu'il je sais a bien, c'est plus déclaré, Liverpool. ouais, dans ce qu'il a déclaré, c'est vraiment un Top top 4. club, mais Ouais. pour moi, désolé, c'est un très bon joueur, mais il a pas encore Merci. le niveau et la place pour un top club. Bah, l'idée, C'est ambitieux. oui, je pense qu'il est un peu déçu du parcours de la Grèce en qualification pour la Coupe du Monde. L'idée, évidemment, c'était de faire une belle Coupe du Monde pour derrière aller solliciter un top transfert. Peut faire partie de quelque part ces nations qui ont un seul et grand joueur clutch qui font la différence, un peu à l'image de l'Égypte avec Mohamed Salah ou encore Omar Marmouche ou le Sénégal d'ailleurs avec Sadio Mané. Je fais la transition parce qu'on va évidemment parler quelques mots de la CAN. On va pas en parler avec Thomas. Non, je vous le dis, on va pas en parler avec Thomas parce que Thomas, il aime pas la Coupe d'Afrique des Nations, il c'est la pas que regarde j'aime pas, c'est que je n'ai déjà pas l'occasion de la regarder de 1. Ouais, c'est vrai. Bravo. Et de 2, on a tellement de choses à regarder que justement le fait qu'il y ait une petite pause en Pro League, ça fait du bien parfois. Voilà, ça fait du bien. Évidemment, je tape sur Thomas, mais je pourrais taper sur Xavier aussi. Hein. J'ai quand même regardé le match d'inauguration. Allez, c'est bien, c'est c'est bien. bien. Bah, on va parler à deux alors. Hein. On va faire une émission à deux, mon cher Quentin. Bah oui, on va évidemment se concentrer sur cette CAN qui est une CAN très intéressante, émanée quand même par beaucoup de Ouais, problématiques merci. d'arbitrage. Merci. Hein. Ce que j'allais dire, pour moi, c'est ce qui marque beaucoup cette CAN et honnêtement, qui me fait peur pour la Coupe du Monde. Parce que j'ai bien peur que pour la Coupe du Monde, on va avoir de grosses polémiques au niveau de l'arbitrage parce que j'ai l'impression que la VAR est de moins en moins bonne. Et on le voit aussi chaque week-end en Belgique, on le voit en France, on le voit vraiment dans tous les pays. Je trouve que c'est vraiment global et ça se confirme encore ici avec la CAN. Donc c'est vraiment pour parler de l'arbitrage. J'ai vraiment peur pour cette Coupe du Monde et j'ai bien peur que pourtant on a la VAR, ça je comprends pas. Mhm. C'est qu'on a la vidéo, on a 3 personnes Ouais. qui sont professionnels dans ce milieu-là, qui sont censés prendre la bonne décision. Et après, on apprend 2 heures après via les réseaux sociaux qu'ils sont complètement trompés. On apprend par le chef de ces personnes-là qui disent non, ils se sont trompés. Et je trouve que c'est vraiment cataclysmique. Et c'est partout. On peut Ou pas dire que c'est alors, qu'en Belgique, c'est partout. Ouais, ou alors lors de République démocratique du Congo contre le Bénin, la VAR ne marchait pas au moment où Ouais, elle devait voilà. fonctionner. Et C'est là, un c'est vrai gros vraiment problème, un peu interpellante, effectivement. Et puis, c'est vrai que les arbitres, d'une manière générale, n'ont pas été extraordinaires Non. dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu des polémiques lors de Maroc-Tanzanie. Il y en a eu encore lors de Maroc-Cameroun. Maroc-Cameroun. C'était la même chose lors de la CAN précédente aussi, je me souviens, Ouais. qu'il y a un arbitre qui avait arrêté le match Avant alors la que c'était fin, pas À la fini, 85e, ouais. là, ouais, il a sifflé. Donc en fait, Ouais. c'est Ça, c'était c'était pas la CAN d'avant, c'était encore la CAN d'avant, ok. qui avait été remportée d'ailleurs par le Sénégal, où l'arbitre avait arrêté à 85e minute. C'est ça. C'est du n'importe quoi. Ouais. Mais c'est un peu ce qu'on aime dans la CAN. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce côté un peu fou, Chaotique, qui ouais. sort un peu, des carcans habituels. Et c'est parfois une respiration, mais en tout cas, je le prends comme ça. 2 demi-finales, Maroc-Nigeria, Sénégal-Égypte. Si je vous demande de choisir, parce que actuellement, je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas regardé beaucoup de matchs, le Nigeria est tout simplement en train de marcher sur la compétition. Vous connaissez le trio offensif, Akor Adams, Victor Osimhen,
Ademola Lookman, c'est extrêmement fort, et quand ça va devant, en fait, c'est très impactant. Et ce qu'on a vu contre l'Algérie, c'est qu'en fait, il y avait vraiment Physique. un différentiel Ouais. physique incroyable, Quentin. C'est Ouais, ça. ouais, non, c'est vraiment ça. Et contre le Maroc, pays local, je pense que ça va être le match à regarder. Franchement, si vous devez regarder un match, regardez ce match-là. C'est mercredi. Et je sais plus si c'est celui de 18 ou si c'est celui de, C'est celui de 21h. 21h. Hein. Ouais. Et franchement, ça va être un très 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 beau match. Parce qu'au Maroc, il y a aussi un Diaz qui joue pas au Real Madrid, qui réalise une CAN incroyable. Hein. Oui, c'est-à-dire que pour le moment, le joueur vraiment de la compétition à suivre, se joue entre ces deux équipes. D'une part, Brahim Diaz, qui reste quand même sur 5 buts, je pense, dans la Il a marqué compétition. ouais, c'est ça. À tous les matchs, il a marqué C'est ça. pour le Maroc, sur des buts qui parfois sont un peu des buts cracro, mais bon, on va Ouais. pas lui en vouloir. Et Lookman, Ouais, même Osimhen, hein. qui est un ballon d'or Aussi. africain, c'est un joueur incroyable. Ademola Lookman, voilà, on se rappelle, hein, il avait mis un triplé lors En de la finale. finale de l'UEFA Europa League face au Bayer Leverkusen, Exact. qui était quand même le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, aujourd'hui Mm. viré. Comme quoi, tu vois, les destins dans le foot, c'est assez dingue. Donc, qu'est-ce qu'on dit, Xavier, pour cette rencontre? Quentin, pardon, je sais pas pourquoi je confonds aujourd'hui. Il a une tête de Xavier aujourd'hui. Ah, ok. Ouais, je sais pas. Tu me fais penser à Xavier. C'est peut-être le petit col Ouais, la mignon, chemise, là, comme ça. La chemise. Mais oui, évidemment, on va se baser sur les pronos. Très 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 chaud. Moi de base j'avais mis mon favori, j'avais mis le Sénégal qui va jouer contre un Mohamed Salah en forme. Ça va être aussi une très belle demi-finale. Honnêtement je pense que c'est impossible à dire parce que tout est possible et j'ai bien peur que ça va être peut-être une décision arbitrale ou un petit truc qui va faire pencher la donne. Donc c'est de ce qu'on a vu, comme je suis d'accord avec toi pour dire que le Nigeria, de ce qu'ils ont montré actuellement et comment ils ont battu l'Algérie, est potentiellement favori, mais le Maroc joue aussi à domicile. Hein. Ce sera le seul match, je pense, où le Maroc ira en prolongation. Très clairement. Pour moi, ça va se jouer là-dessus. Et les deux matchs, pour moi, vont aller Ça va se jouer vraiment en détail. complètement Ouais, c'est des belles demi-finales. en prolongation. Alors, on le sait, on a entendu notamment dans les discours de conférences de presse d'après-match, Emers Faé, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire que tu voyais gagnant, d'ailleurs, mon cher Xavier. Ils ont quand même été en quart. Oui, mais c'est complètement plein du comportement des Égyptiens durant le match, tu vois. Ils ont été complètement critiqués pour la manière dont ils arrivent à salir le match. Faut rappeler que l'Égypte a gagné 7 fois la Coupe d'Afrique des Nations. 7 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Donc t'as quand même, dans la capacité en termes d'expérience, ce fait de, à un moment donné aussi, devoir faire la différence. Et puis rappelez-vous, dans les deux dernières confrontations, l'Égypte a une revanche à prendre sur le Sénégal. Ils avaient été à chaque fois éliminés lors des deux dernières Coupes d'Afrique des Nations par justement le Sénégal. Donc il y a cette rage aussi, cette envie de prendre la revanche. Après, niveau effectif, je trouve que le Sénégal, ils ont un effectif qui est très 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 bon aussi. Ouais. Hein. Le 11, et tu vois encore qu'ils peuvent mettre des Jackson, des Ismail Assar sur le banc ici en quart de finale. Franchement, sans dit long. Et si on se base un peu sur ce qui se ressent, moi je dirais plutôt, allez, parce que je sais pas pourquoi, mais le Maroc à domicile, pour moi, il ne faut pas perdre. Donc je dis ça comme ça. Donc pour moi, le Maroc va aller en finale, va jouer contre l'Égypte. Pour moi, ce sera Maroc-Égypte. Là, il y aura peut-être quelque chose à jouer. Tu vois quoi comme finale, toi? Je suis d'accord avec toi que le Maroc à domicile, mais s'il y a bien une équipe qui peut les battre, je pense le Nigeria. Donc moi, je verrais bien un Sénégal-Nigeria, donc j'irai à l'opposé. Waouh, Ouais. Sénégal-Nigeria. Ouais. Ah ouais, mais à mon avis, personne ne sera au stade, hein, je te le dis. La finale au Maroc, il n'y aura pas de Marocains, Ouais. je te le dis. Ils vont devoir faire comme durant la phase de groupe. Je sais pas si tu l'as vu, Thomas. En fait, à partir de la 30e minute de jeu, les stadiers ouvraient le stade C'est et gratuit. c'était gratuit. Parce Ouais, qu'il y avait mais personne dans Parce les qu'il y a personne stades. dans le stade. Personne ne payait, À ce en fait. point-là. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, parce qu'il y carrément. avait personne dans les stades, il y avait que les Marocains, mais les Marocains ne s'intéressaient qu'aux pays un peu plus connus, donc le Maghreb, évidemment les pays du Maghreb, ou alors le Congo, etc. Et donc du coup, qu'est-ce qu'a décidé la fédération? Tac, Ouais. on ouvrait directement le stade pour avoir des places gratuites. On envoyait avec leur sac d'école aller directement voir le match. Ah ouais, carrément. ok, Ouais, on ouais, est chaud, c'était très sympa, c'était très Ok. sympa. Mais c'est une Coupe d'Afrique des Nations qui, d'une manière générale, restera un peu moins quand même dans l'idée que celle qui s'était jouée du côté de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, où c'était extraordinaire, avec des retournements de situation absolument fous. Rappelez-vous, la Côte d'Ivoire était morte, on l'avait vu mourir. Elle se qualifie aux dernières secondes pour être 3e de groupe, et puis derrière, elle gagne la Coupe d'Afrique. Enfin, c'était me souviens. absolument fou. Ici, c'est un peu plus réglementé, et donc beaucoup de polémiques également d'arbitrage. Je vais leur redonner la parole, parce que je vois qu'ils me regardent, ils attendent, évidemment. On va partir sur une spéciale cette année, forcément. C'est la première de 2026. On va passer aux souhaits, on va passer aux vœux. Eh ouais, il y a plein de choses qu'on veut voir venir, voir advenir pour cette saison dans le championnat de Belgique ou concernant nos Diables Rouges. Et Xavier, c'est quoi justement cette chose pour toi? Moi, pour cette dernière édition des playoffs, j'aimerais bien qu'on aille enfin une bataille avec 6 clubs. Enfin, comme toujours, on a 6 clubs qualifiés, mais t'en as 2, 3 qui jouent le titre.
une équipe souvent qui joue pour rien du tout, et deux qui se battent un peu pour la 4e place. Ben, moi, j'aimerais bien que pour ici, qu'on ait une vraie bataille à 6 pour essayer d'aller chercher le titre. Que tous les matchs soient vraiment importants, et qu'on se dise pas, ouais, souvent ce match-ci, il sert à rien. Enfin, C'est relativement possible parce que Je pense qu'il y aura 4 clubs prétendants. Ouais, Ouais, je pense 4. parce qu'il y a quand même une homogénéité quand même globalement dans le niveau des équipes. Ouais, bah, c'est pour c'est ça, pas comme ouais. si les équipes explosaient de niveau Ouais. par rapport aux autres en Belgique. Non, moi je pense qu'il y en aura 4. Il y aura 4 équipes qui vont, ce qui est déjà pas mal. Parce Ouais, que d'habitude, comme tu dis, c'est 2 ou 3. Là, on en aura 4, je pense. Mhm. Quentin, par rapport à ce souhait de Xavier? Faudra voir un peu, parce qu'il y a une grosse bataille entre cette 6e et 14e place, plus ou moins. Donc, faudra voir aussi le mercato de janvier, parce qu'une équipe qui revenait très très bien, c'était une équipe comme l'Antwerp, qui là va sûrement perdre Bozinov. Pour Van den Bosch, apparemment, ce serait libre cet été, donc il finirait la saison Ouais. à l'Antwerp, donc ce serait déjà une bonne chose également. À voir le standard, ce qu'ils vont proposer. Mais c'est tellement inconstant que pour le moment on peut pas trop compter et espérer quelque chose. La Gantoise de Rick 2000, c'est encore dur à dire. Il y a un Hong qui a fait les beaux jours de la Gantoise qui pourrait Il va revenir en prêt, tu peux le dire. qui Hein. pourrait, voilà, Vas-y, qui pourrait vas-y, revenir vas-y. en prêt. Ouais, ouais. Donc à voir en quelle forme. Il a plus joué depuis le 2 octobre. Je pense qu'il a plus joué à Nantes Ouais, ouais. depuis le 2 octobre. Donc à voir la forme qu'il va avoir et tout. Mais je suis 100% d'accord avec toi de dire que tout le monde peut battre tout le monde en Belgique. Et donc, le club de Bruges Union pourrait perdre contre le 6e sans, même si c'est le standard ou autre, ils iront à Sclessin, ça va pas être facile d'aller jouer là-bas. Donc après, de là, voir une équipe comme de la 6e ou la 5e place viser le titre, ça je pense pas. Mais les autres pourront perdre des plumes, donc on pourrait voir des beaux playoffs. Et je crois qu'on verra des playoffs intenses dans le sens où on pourra pas dire un favori dans chaque rencontre. Je pense aussi qu'il faut compter sur Genk, une certaine remontada avec Niki Hain, qui est donc le nouvel Aussi, entraîneur. Je bien pense sûr. qu'ils vont remonter parce que là, je les vois, si je compte bien, ils sont 10e au classement. Bien évidemment, le classement est Ouais. derrière. Tu fais bien de le dire, Thomas. Regardez Voilà. Ils sont à derrière. moins de 3 points 1, 2, 3, du top 4, 6. 5, Hein. 6, 7, 8, oui, ils sont 10. Absolument. Donc je pense que Genk et Gand iront dans le top 6 et que Malines et le Standard en sortiront. Voilà, c'est intéressant aussi de voir évidemment les possibilités, parce qu'il faut effectivement avoir une bataille pour 6, mais il faut qu'il y ait quand même une relative proximité au niveau des points. Là, ça devrait le faire, logiquement. Donc ton souhait pourrait être ouais, ça exaucé. serait chouette en tout cas. Enfin, je pense que tout le monde Voilà. aimerait bien qu'on. C'est Ouais, toujours c'est très bien. réaliste, Xavier, sur les souhaits, il se prend pas la tête. C'est pas chaud, Ouais. pas froid, on est bien, on est à bonne température dans le bas. Voilà. Moi, C'est magnifique. Moi, c'est moins réaliste. Hein. Ça, c'est un peu moins réaliste. Mais une seconde, on va y aller, on va venir avec toi, Loulou. Ah, mais c'est 2 vraiment minutes, parce que pas du tout Thomas, depuis réaliste. tout à l'heure, il attend de parler, donc Ouais, on va tu lui parles trop, donner tu parles trop. la possibilité, effectivement, avec Ouais. son souhait, qui est donc que le niveau de la Jupiler Pro League augmente. Ouais. T'es pas satisfait? Non, pas du tout. Cette saison, on en a déjà parlé. Je trouve que le niveau a vraiment beaucoup baissé comparé à la saison dernière. Je pense que c'est par rapport au fait qu'on repasse à 18 prochainement, que les clubs n'ont pas trop investi dans les transferts. On l'a remarqué cet été. Je trouve que le niveau est beaucoup trop bas. Je suis déçu parce que y a même pas, on n'a pas de meilleur buteur non plus. Donc on voit que aussi les attaquants ont du mal à s'imposer. Je trouve que le niveau est beaucoup trop bas. Et de toute façon, ça se remarque aussi dans le classement. Les clubs, il n'y a pas beaucoup de points de différence entre les clubs, ce qui n'est pas forcément négatif, mais de ce que moi je vois, c'est que le niveau est beaucoup trop bas. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de clubs dans une seule et même ligue? Est-ce qu'il faudrait Non. peut-être moins d'équipes dans la ligue pour augmenter le niveau? Non, parce que regarde, l'année dernière, on avait un très bon niveau, un très bon championnat, avec 2 clubs qui étaient vraiment à un bon niveau. Donc je parle du club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise. Bon, les autres, ils étaient un peu en dessous. Là, ça se regroupe assez facilement, mais c'est Ouais. par rapport au fait que le club de Bruges et l'Union, leur niveau a un peu régressé. Mais est-ce que ça, c'est pas la perversité, justement, de ce fameux format des playoffs? Qu'à un moment donné, en fait, ils se disent, mais non, on n'a pas besoin de forcer, en Exactement. fait. On s'en fout. On n'a pas besoin d'être à 100%. On est tranquille, on attend, et quand ça viendra le moment, on y arrive, là, maintenant, d'être clutch, parce que la phase classique se termine en mars, bon, bah, on décidera gentiment d'hausser notre niveau. Pour le moment, les grands clubs se disent, prenons de l'argent avec la Ligue des Champions, mettons le focus Ouais. là-dessus. Les joueurs également, pour tout ce qui est transfert, etc., faisons-nous mettre en lumière et en vitrine là-dessus. Et puis pour le reste, on s'en bat les steaks. Excuse-moi de le dire. Ouais, c'est peut-être ça, parce que bon, la saison dernière, ils ont marqué que c'était possible de faire des résultats en Europe. Peut-être que cette saison, du coup, ils sont plus concentrés sur ce type de compétition-là et qui réagissent plus tard dans la saison par rapport au titre ou autre. Donc c'est pas plus mal la saison prochaine de changer de format. Bah moi, je préfère le format playoff, j'en ai déjà parlé, mais après, c'est vrai que c'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est juste que si tu retournes au format qu'on aura la saison prochaine, c'est que bon bah il y aura moins de suspense, je pense.
Ouais. Donc c'est ça un peu le problème. Tout à fait. On va parler de l'équipe nationale de Belgique maintenant avec les hommes de Rudy Garcia et le souhait de Quentin que la Belgique gagne la Coupe du Monde 2026. Est-ce que c'est pas un peu utopiste? Mais c'est mon souhait. Mais je pense que c'est pour moi le souhait que tout Belge devrait avoir. Parce que si on doit dire quelque chose qu'on aimerait en tant que grand amoureux du football, c'est que notre pays remporte cette Coupe du Monde. Une fois on la gagne, ça reste possible. Ça va être très très compliqué. On va pas se le cacher. Mais on n'a pas dit un rêve, hein, on a dit un souhait, donc il y a quand même une dimension objectivable. C'est un souhait. Un peu un souhait, ça peut ne pas être exaucé. Alors, je n'ai pas de jugement. Ça veut dire que dans son esprit, il y a une possibilité que ça arrive. Mais dans le football, tout est possible. Bien sûr, mais dans le football, tout est possible. Il a pas tort. Je sais pas si c'est du chauvinisme qu'on dit, c'est ça? Non, mais tu crois, on le sait depuis le début. Non, c'est pas que j'y crois. Même si on joue avec Wade Fass et Steve Colpart, mais non, mais pas de problème. Faut y croire. Tu participes pas à une Coupe du Monde pour juste dire de participer. Il faut avoir des ambitions. C'est ça, c'est l'état d'esprit, c'est le mindset. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de me dire. Tout Belge devrait se dire, allez, notre équipe, elle y va là-bas, mais c'est pas pour faire de la figuration, quoi. On doit tenter, ça passe pas, mais il faut y croire. Et justement, moi, je te rejoins avec mon avis, comme ça, on va pouvoir continuer le débat sur les Diables Rouges. Moi, je veux que Amadou Onana endosse enfin ce rôle de leader chez les Diables Rouges, parce qu'il est beaucoup trop timide, et on le voit, même du côté d'Aston Villa, il s'est fait chipper sa place, hein. Très clairement, il y a du Glenn Kamara dans cette position de centrale. Même Tielemans a plus de temps de jeu que Amadou Onana, et devant, dans cette position numéro 10, t'as Carlos Buenda, qui est quand même un très très bon joueur de ballon, qui fait les différences dans un Aston Villa qui brille. Et quand Aston Villa brille, malheureusement, il y a plus de place pour Onana dans cette équipe. Et Amadou Onana est un joueur dont je pense qu'il a un potentiel tellement extraordinaire, que peut-être que cette Coupe du Monde, c'est vraiment le moment pour pouvoir le saisir, et il doit endosser enfin ce leader. Il doit arrêter de se cacher derrière les autres et tout le temps de jouer au copain-copain. Je pense qu'à un moment donné, il doit prendre un rôle quasiment d'adjuvant à Romelu Lukaku et devenir un peu le joueur qu'on veut qu'il soit, quoi. Et ça, parfois, ça a été un peu problématique, notamment dans le vestiaire, avec des joueurs qui sont aussi milieu de terrain, qui ont parfois un peu mal compris sa personnalité et sa mentalité. Mais il doit pouvoir s'affirmer, et ça passe par des prestations sur le terrain. Et donc, il doit vraiment, cette année, c'est mon souhait, devenir le vrai leader de ces Diables. Ouais, j'ai du mal à y croire. Je trouve qu'on a un peu idolâtré Amadou Onana. Même lui, genre dire ça peut être un joueur du Real Madrid ou autre et tout, mais il n'arrive pas à s'imposer à Aston Villa. Aston Villa qui réalise une très belle saison, il faut le dire. Mais comme tu dis, Kamara a pris cette place. Il y a Tielemans qui est revenu de blessure, qui est titulaire, qui est décisif. Donc c'est également intéressant. Et du coup, en équipe nationale, est-ce que tu le vois encore titulaire, sachant qu'il y a Tielemans qui est son concurrent en club, mais concurrent en sélection, et du coup il sera en concurrence avec Nicolas Raskin. Donc ce sera Onana ou Raskin titulaire en équipe nationale. Après Raskin, effectivement, je pense que maintenant il n'y a plus de discussion. Il doit jouer devant la défense, c'est terminé. Merci. Donc, il doit plus jouer 8, il doit plus jouer Du coup, 10. il est plus titulaire en équipe nationale, Onana. Il va s'installer dans l'esprit général comme une espèce comme une sentinelle. En fait, le Witsel 2.0, quoi. C'est un peu ça. Je suis 100% d'accord avec toi. Donc, effectivement, maintenant, on se retrouve dans une situation un peu ubuesque où avant ils étaient complémentaires, maintenant ils sont concurrents. Tielemans ou Onana. Exactement. Vous faites quel choix? Tielemans. Ouais. Je trouve que comme tu disais, on a peut-être un peu surcoté Onana, c'est un bon joueur. Mais je me souviens d'une prestation de lui qui m'avait marqué, et je comprends pas pourquoi on pourrait pas essayer de réutiliser ce fonctionnement-là. Contre les Pays-Bas? Je ne sais plus contre qui c'était, mais il avait joué en défenseur central, et moi personnellement j'avais apprécié sa prestation. Ok. Ça c'est Tedesco, c'est du Tedesco. Ouais, c'est Tedesco. J'avais apprécié sa prestation-là, donc je le verrais peut-être plus en défenseur central si toutefois on a encore des problèmes à venir. À l'avenir, faut voir ce qui lancera les prochains matchs pour la Belgique, mais pour moi je pense que ce serait plus un rôle pour lui dans la sélection actuelle. On a encore des problèmes de toute façon dans cette position de défenseur central. Connie de Winter n'arrive pas à s'imposer pour le moment du côté du Milan. Tu me diras, il y a quand même un trio défensif à Milan, Strajnia Pavlovic, t'as quand même du Fikayo Tomori, et sur Gabbia. Le côté gauche, il y a Matteo Gabbia qui fait encore fait un très très bon match la semaine dernière. Il faut peut-être aussi avoir un peu d'inventivité dans le chef de Rudy Garcia, qui, on le dit souvent, selon mes informations, dans les coulisses des Diables Rouges, a parfois un peu tendance à avoir des difficultés à renouveler un petit peu sa méthode. Il est un peu trop vieux jeu, c'est ce qu'on dit, c'est comme ça qu'on le raconte, en tout cas dans l'entourage des Diables. Et peut-être qu'Amadou Onana en défense centrale, ça peut fonctionner. Qu'est-ce que t'en penses, Florian? C'est vrai que pourquoi pas, c'est vrai qu'en défense on a des problèmes. C'est vrai qu'il avait joué une fois sous Tedesco à ce poste-là. Moi j'ai pas de souvenir de ce match-là, mais Thomas a dit qu'il avait fait une bonne prestation, donc s'il preste bien, on a vu d'autres milieux qui ont été repositionnés à ce niveau-là, qui faisaient le boulot. Et c'est vrai que si on veut qu'on en joue, à part à ce poste-là, à l'heure actuelle, c'est dur de lui trouver une place dans l'équipe nationale. Donc pourquoi pas?
Intéressant. Et c'est vrai qu'à ce poste-là, c'est peut-être plus simple d'avoir ce rôle de leader que toi tu veux, toi. Que je trouve qu'un défenseur central leader, c'est plus fréquent dans une équipe qu'un milieu de terrain. Mais Pour moi, il n'a pas le calibre d'être un leader de manière naturelle. Je le vois pas leader d'un groupe, moi, personnellement. Ah oui, ok, d'accord. Surtout quand tu as un Lukaku dans le groupe, difficile d'être au-dessus d'un Lukaku. Pour moi, il a pas la... Après, t'as plusieurs leaders. Ouais, il a pas la pour moi. d'en avoir un. Ouais, mais... Qu'un seul, quoi. Ouais, mais ta phrase, c'était leader De manière générale, un leader, ouais, c'est-à-dire ouais. que quelqu'un qui va porter le vestiaire. Imaginons, Coupe du Monde Je pense pas 2018, qu'il a- on avait plusieurs des leaders. Ouais. T'avais Romelu, effectivement. T'avais Axel Witsel dans le milieu de terrain, c'était un vrai leader qui était plutôt un leader technique. Et puis t'avais Kompany qui était un leader à voix dans le Ouais, vestiaire. mais tu Donc disais t'en que avais plusieurs. Ouais, je sais, mais tu dis que c'est quelqu'un de timide, donc naturellement, c'est difficile de mettre quelqu'un leader quand t'es timide. Onana Non, c'est parce Onana que- n'est c'est pas parce qu'il a- timide. Non, c'est parce que tu je n'ai viens pas de dit qu'Onana était timide. Et ceci dit, je pense que justement, il a peut-être une personnalité, c'est à l'inverse, trop importante qui pourrait gêner parfois des joueurs qui, eux, sont plus réservés. Tu vois, par exemple, t'as des joueurs qui ne s'expriment pas de manière extrêmement volubile. Tu vois, Amadou Onana vient de signer avec Young Money, qui est un label de rap, pour pouvoir développer son image. Tu vois, ça montre aussi tout le côté expandables, tu vois ce que je veux dire, de très sa extraverti, personnalité, ouais. très extraverti, voilà, c'est Mm. ça, c'est le terme que je cherchais. Et donc forcément, parfois, ça peut être problématique, c'est plutôt dans ce sens-là. Timidité, évidemment, il n'est pas timide, Amadou. J'ai mal compris alors. C'est un vrai leader. Mais c'est intéressant, effectivement. De toute façon, c'est un débat qu'on aura tout au long de la saison. Les Diables Rouges, on aura largement le temps d'en reparler. On aura plein d'émissions sur la Coupe du Monde. Vous allez nous voir tout le temps et partout pendant la Coupe du Monde. Donc, on aura largement le temps de le refaire. Avant de passer aux zones populaires opinion, petit rappel donc concernant le concours, on vous offre un maillot d'Ardon Jachari, le soulier d'or 2025. Pour ce faire, eh bien, abonnez-vous comme d'habitude. On le dit au compte Instagram Unibet Experts. Et puis le score final de la rencontre qui aura lieu jeudi entre le club de Caen et le club du Milan, donc d'Ardon Jachari, plus combien de minutes jouera Ardon Jachari dans ce match. Tac, ça se passe dans les commentaires ici. N'hésitez pas. Donc un maillot exceptionnel à gagner. On vous l'offre. C'est un cadeau pour vous. Saisissez cette opportunité. Les unpopular opinion, mes amis. On va commencer par Xavier. Alors, Anderlecht, et là évidemment ça va faire plaisir à tous les supporters d'Anderlecht qui nous écoutent, va remporter un trophée avant que l'Union Saint-Gilloise n'en regagne un nouveau. Oui. Explique-toi. Tout simplement, je trouve que l'Union est un peu sur la... Bon, ils sont premiers du classement, certes, mais dans le jeu, je trouve qu'ils sont un peu sur la pente descendante comparé aux autres années. Tout doucement, enfin, toutes les années, ils arrivent à faire des bons transferts. Cette année, c'est un peu plus compliqué. On est quand même début janvier, pardon. Ils ont toujours pas d'équipe type. C'est compliqué. Pocognoli, il a mis du temps, mais mi-octobre, son équipe type, il la connaissait. Ici, à l'Union, les attaquants, on sait pas qui va jouer, qui est vraiment les deux titulaires. Au milieu de terrain, c'est pareil, donc c'est quand même compliqué du côté de l'Union. Et je trouve qu'Anderlecht revient bien. L'année passée, ils avaient déjà fait quand même plus ou moins une bonne saison, avec une finale de coupe, si je dis pas de bêtises, parce que les années passent vite. Ici, je trouve qu'ils reviennent bien. Ils commencent à se débarrasser de tous les indésirables qu'ils avaient des précédentes directions et tout ça. Ils font des bons transferts, ils font du bon boulot, ils laissent du temps à l'entraîneur pour travailler. Et au final, pour moi, ils sont top 4, ils sont bien positionnés, donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils gagnent un trophée avant que l'Union en regagne un. Mais Xavier, s'il y a un problème à l'Union, il vire le coach et il passe à un autre, non? Donc Bah, il pourrait quand même gagner Ouais, un mais ils titre font avec un peut-être autre les coach. mauvais choix. Par exemple, ici, Pocognoli est parti, ils l'ont pas viré, il est parti. Le choix de David Hubert, je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Pas convaincu. Donc, voilà. Ok, pas convaincu. Qu'est-ce qu'on pense de cette unpopular opinion Le fait qu'ils Thomas. disent que l'Union n'a pas d'équipe type actuellement, je trouve que c'est pas forcément problématique dans une première partie de saison parce que justement tu as beaucoup de matchs, tu joues en Europe, tu as la coupe, tu as besoin de changer. Je pense que l'équipe type tu la formes à partir de février comme Pocognoli l'a fait la saison dernière. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est plus intéressant de créer ton équipe type à partir de ce moment-là. Mais je te rejoins sur le fait que Anderlecht a une possibilité de gagner un titre. On ne sait pas si c'est la coupe ou le championnat, mais c'est vrai que avec ce qui se passe cette saison, que le niveau a un peu régressé, que les deux clubs, le top 2, jouent encore en Europe, ça peut jouer. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. On va avoir une surprise, je pense. On va avoir une surprise, je le pense aussi. En tout cas, ça fait partie également de tes unpopular opinion, mon cher Thomas. Exactement. Je le lis d'abord. L'Union Saint-Gilloise et le club de Bruges ne seront pas champions cette saison. Non. What a prediction! Donc j'ai déjà donné une petite amuse-bouche de ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je sens qu'il y aura une surprise, que ce sera peut-être Anderlecht ou même Saint-Tron, je sais pas, tu sais, dans les playoffs ça peut se passer. Bah tu sais, si tu restes sur une constance et que avec Saint-Tron peut être champion, vraiment? Genre, tu penses qu'ils ont les armes pour le faire?
Tu le sens? Dis ce que tu penses, on s'en Ouais, fout. je pense que vu ce que Franken propose aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen qu'il joue un rôle très important dans ces playoffs. Peut-être champion, peut-être deuxième, mais je pense qu'il y a vraiment une possibilité pour créer une surprise pour cette dernière édition des playoffs. Et en même temps, c'est un lien avec ce que tu dis, c'est-à-dire parce que, un petit peu précédemment, tu le disais, le niveau du championnat est pas haut, donc ça peut permettre une surprise. Quoi. Je pense qu'il y a vraiment moyen pour un club du top 6 actuel, sans compter le club de Bruges et l'Union, qui soit champion. Ouais. Et puis il faudra tenir surtout la pression, parce que dans les playoffs, ça commence à monter. Quand on monte en altitude, on le sait, à un moment donné, la tête, elle commence à tourner. C'est aussi une question d'épaule. Comment est-ce que les joueurs de Saint-Tron vont commencer, quand ils vont se rendre compte qu'ils sont près de l'exploit, à avoir peur ou pas de tomber, Quentin? C'est un peu ça l'idée. Ouais. Après, ils ont l'avantage de leur synthétique, qui handicape pas mal les équipes adverses. On avait vu je crois qu'ils en avaient mis 3 au club de Bruges. Après, ils en ont pissé plus récemment. Donc, champion, je pense pas, mais un trouble fait, clairement. D'autant que, et là je passe à ton unpopular opinion, tu dis, écoutez bien, que l'Union Saint-Gilloise, qui est l'actuel leader, vous le voyez ici, exact, eh bien ne finira pas sur le podium. Ça, c'est un unpopular opinion. Ouais, il est fier, hein, il est fier. Moi j'ai fait un unpopular opinion, c'est très bien, bravo. Il a bien fait sa leçon, maintenant il va m'expliquer pourquoi. Parce que le jeu proposé sous Hubert est catastrophique pour une équipe comme l'Union Saint-Gilloise. Et on en avait eu, même ici avec Felice Mazou et tout, on avait dit à chaque fois, tu mets le coach et le coach a facile à faire à l'Union parce que le système est déjà mis en place. Ben là, excusez-moi, je trouve que c'est pas le cas avec l'Union Saint-Gilloise. J'ai regardé encore le dernier match ici au Cercle de Bruges. Waouh, ça faisait de la peine. Honnêtement, c'était un Union vraiment pas bon. Il manquait McAllister, ça jouait beaucoup. McAllister, Zorgan et Nyang. Donc c'est quand même 3 titulaires importants. Ouais, après Nyang important, pas forcément. On avait un Burgess qui a enfin pris une rouge dans le championnat de Belgique, qui a complètement pété les plombs, qui pétait un câble et tout. On a un Promise David. Il joue avec des pieds carrés. Honnêtement, il était seul. Il a plus qu'à pousser dans le goal. Il envoie au-dessus du stade, limite. Ouais, vraiment, il y a pas mal de défauts dans cette équipe de l'Union. Et on a un Hubert, je trouve, qui n'arrive pas à faire ce qui faisait aussi la caractéristique de l'Union dans le passé, c'est un collectif. Vraiment une équipe qui jouait les uns pour les autres. Vraiment un gros collectif. Et j'en ressens plus ça dans cette équipe de l'Union. On a un club de Bruges qui reste un club de Bruges, sous Ivan Lecoq a cette culture de la gagne, qui pour moi sera le club champion. On a un Saint-Tron qui présente une équipe très intéressante, avec un buteur, comme meilleur buteur, Gotok a déjà dit qu'il voulait finir la saison à Saint-Tron, il est dans cette dynamique-là, Ryotaro Ito, j'espère qu'il n'ira pas à Majorque, parce qu'il y avait la rumeur Majorque, j'espère qu'il va vraiment rester à Saint-Tron. On a Anderlecht, qui monte clairement en puissance, qui a battu l'Union et le club de Bruges à domicile récemment. T'en as parlé, il y a un Genk qui peut revenir de loin, mais qui peut venir mettre ses troubles faits. On a un Antwerp qui s'y continue sa progression récente également. Tu sais, il y a pas mal de clubs qui, je trouve que si l'Union arrive pas à augmenter cette qualité-là, je trouve, même s'ils sont premiers actuellement, ils pourront vraiment sortir de ce podium. Après, pour contrebalancer ce que tu dis, ils ont conscience de ça, puisqu'ils ont quand même déjà fait 3 transferts cet hiver. Ça veut dire qu'ils savent qu'il y a urgence, tu vois. Le joueur qui vient de Suède, je sais plus son nom, Zanelli. Ouais. J'ai vu pas mal de résumés, j'ai eu pas mal de retours sur lui. Attends, c'est un joueur qui a l'air d'avoir vraiment du potentiel. Hein. C'est vraiment le transfert qui m'a le plus hypé pour le moment dans le championnat belge. Ouais, parce qu'ils ont fait venir un mec de 4e division et de D2 norvégienne, c'est moi qui l'ai annoncé hier. Donc, imaginons quand même que Zanelli ait quand même un potentiel un peu supérieur je pense pour le moment. Mais je pense que c'est aussi lié à un potentiel départ de Rasmussen, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc c'est pour le remplacer, mais je pense que ce serait un bon remplaçant parce que Rasmussen, il pourra pas toucher plus haut. Il est au top de son niveau et voilà, il est au top de son potentiel. Il ira pas au-dessus, je pense. C'est pas un joueur qui va exploser, qui va rejoindre un autre club, un plus grand club à l'avenir. Donc c'est un joueur de remplaçant. Enfin c'est un remplaçant. Donc pour moi, il avait pas le niveau de. Pour moi, c'est plus pour remplacer Anwar Aitelaj qu'ils ont recruté ce joueur qui vient de Suède. Ouais, tout à fait. Après, le revers de la médaille de ce que vous expliquez concernant l'Union, c'est tout simplement le modèle. Le modèle est inscrit comme ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est normal que ça ne fonctionne plus comme ça doit fonctionner. Et à un moment donné où chaque chose arrive à sa fin, ce qu'on appelle une fin de cycle. Et l'obligation d'un directeur sportif à ce moment-là, qui est Chris O'Loughlin, c'est de faire justement du renouvellement, d'aller chercher un nouveau coup d'air, des nouveaux talents, etc. Mais tu peux pas toujours réussir à tous les coups, tu vois. L'excellence, même si les statistiques et les patterns, c'est des logiciels, machin, te donnent quand même beaucoup de possibilités et de certitudes sur tes choix. Tu peux pas toujours trouver le bon joueur. Non, c'est sûr. Mais pour moi, il y a 3 choix l'été passé et un en cours de saison qui m'embêtent un peu parce que ça représente pas trop l'Union. Moi, le transfert de Rob Scholes,
surcoté. Pour moi, c'était pas le joueur qu'il fallait. meilleur Pas ami titulaire, en de- plus. Non. C'est le meilleur ami de Borman, ça. Il y aurait tu vois. pas- Donc, Ouais. on a bien compris que c'était Mais son même pote. pour moi, quoi. je pense, et c'est un très bon joueur. Ouais. Mais je pense aussi que c'était vraiment un joueur qui peut pas aller au-dessus de Maline. Vraiment, Maline, c'est son top, c'est son max, tu vois. C'est un bon joueur, mais ce sera en remplaçant pas en tant que titulaire. C'est pas un joueur qui a la carrure pour être titulaire dans un club comme l'Union. Ensuite, on a Louis Patrice, que j'aime beaucoup. C'est un très bon joueur, une très bonne personne. Mais pour moi, c'est pas non plus quelqu'un qui a vraiment le niveau de l'Union et qui va pas forcément aller plus haut non plus. Et après, tu as le choix d'Hubert qui pose question aussi, qui est vraiment pas adéquat non plus avec ce que l'Union a montré les saisons dernières. Donc c'est 3 choix. On prend 3, donc 2 joueurs et un entraîneur du Ouais. championnat belge. Mais c'était pas les bonnes décisions. Pour moi. Ouais, mais on avait fait, de toute façon, un débat là-dessus. Je m'en rappelle, il y a quelques semaines, en se demandant, quand il était arrivé en fonction, si c'était le bon choix ou non. Et je pense que vous étiez relativement tous d'accord sur le fait de dire que, de toute façon, c'était pas le type d'entraîneur. Et c'était Mais- pas le premier choix non plus du club. Hein. C'était Eric Demir. C'était Eric Demir et finalement, il a quand même réussi à partir, donc je pense il doit avoir certains regrets et je pense que l'Union aussi doit avoir certains regrets. À la 3e fois. Ouais. Parce qu'il y a eu l'Inter Ouais, c'est vrai, l'été, l'Inter, ouais. mi-saison, il y a eu l'Union, et là, enfin, il s'est dit, putain, la 3e fois, vous allez me laisser partir, quoi. Mm. Et il est parti du côté La Gantoise. de Gand, ouais, exactement. Ben voilà, c'est effectivement tout pour nos populaire opinion. Évidemment, je vais dire le mien, vous tracassez pas, Ouais, je vais pas me vas-y. défiler. Non, mais je voyais déjà que Thomas était en train de regarder. Non. Bon, on commence par lequel? Est-ce que vous voulez le national ou l'international? Parce que j'en ai deux. T'en as deux, National. Fais d'abord national. National, Ouais. Axel Witsel peut toujours postuler au poste de titulaire chez les Diables. Voilà, Allez, hop, je prends le tes dis, affaires et C'est lâché, barre-toi. je m'en vais, J'aime bien je me Witsel, quitte. mais... Non. Non, pourquoi? Parce qu'on a un problème en défense centrale. Mais il joue même plus en défense centrale Mais en club. Axel Bah a ouais, une c'est ça. expérience et il a été très bon dans cette Trop lent. position. Rudy Garcia joue à 4, il était très bon dans un système à 4 quand il était à l'Atlético. Je vois pas pourquoi il pourrait pas interpréter le rôle où il a été excellent sous Simeone avec les Diables Rouges, qui en plus de ça, je pense que c'est le joueur le plus capté, le plus capé Capé. de l'histoire des Diables Rouges. Non, c'est pas Lukaku. Je pense, non, ça c'est le nombre de buts. Ouais, je sais plus. Mais si le c'est- nombre de caps, c'est Axel Witsel. peut-être bien. Mais quand même, je veux dire, ça reste un grand joueur et surtout on a tellement de problèmes en défense. On cherche des solutions là depuis tout à l'heure. On est là, ouais, on mettrait pas Amadou Onana, machin. Eh ben Axel Witsel, pour moi, il peut être le défenseur central qui va sécuriser cette défense des Diables. En Voilà. vrai, je préfère tester Onana que Witsel. Pourtant, Ouais, Dieu sait que j'aime bien Witsel. Mais il est trop lent. Non mais imagine la vitesse d'un Ngoy, la rapidité d'un Ngoy et à côté de lui Axel Witsel pour le calme, l'expérience, Je préfère De l'amplitude, Bast. etc. Oui, mais De Bast, mais de quoi De Bast? Mais qu'est-ce De qu'il t'a Bast, donné Ngoy. comme garantie De Bast? Mais- Dis-moi les matchs références de Bast chez les Diables Rouges là maintenant. Les derniers mois, moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Hein. C'était pas. Non, mais, ouais, mais il est pas mauvais, mais il est pas extraordinaire. Oui, c'est mais- pas quelqu'un qui est transcendant, mais- qui t'a donné mais huit- la clé pour aller chercher. mais Witsel ne le sera pas non plus. Donc au Mais final, on l'a jamais essayé. On on l'a l'a- jamais vraiment essayé dans cette mais il est position. beaucoup trop lent. Tu veux gagner, tu veux faire une prestation en Coupe du Monde, tu vas quand même pas mettre Witsel. Enfin, Imagine c'est quand même, Witsel contre Ousmane Dembélé en mais ballon non, mais profondeur. ça va pas, c'est pas possible. Ça dépend des matchs, peut-être. Pas Voilà. possible, c'est impossible. Dans une défense à 3, limite, je t'aurais encore dit oui, mais une défense avec deux centraux, Oui, c'est mais impossible. les amis, je dirais à un moment donné, Ngoy peut faire la couverture sur Dembélé. Bon, allez, Tu vois, stop, genre, il y passe a à- une possibilité, il y a une vraie possibilité. Enfin, en tout cas, à titre personnel, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas mieux qu'Axel Witsel en défense centrale pour ne pas les, pourquoi au moins ne pas l'essayer? Il peut postuler, j'ai pas dit qu'il va être titulaire tout le temps, mais il peut postuler à cette position parce qu'à l'heure actuelle, excusez-moi, mais on n'a pas mieux. Voilà, je le dis très clairement. Le côté international, maintenant, il va concerner l'équipe de France. Pourquoi? Bah parce que je m'émerveille évidemment sur les prestations d'un certain Ryan Cherki, un club que nous aimons beaucoup avec Quentin, Real Manchester City évidemment. Bon, assez clairement, quand je vois ce qui manque à l'équipe de France en termes de frivolité, de talent, de liberté Créativité. dans le jeu, etc., je me dis que si l'équipe de France veut espérer gagner la Coupe du Monde, eh bien, ils doivent donner les clés du jeu à Ryan Cherki pour justement espérer un titre pour la dernière, oui, c'est la dernière compétition de Didier Deschamps. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je suis d'accord avec toi, hein, parce que tu mets à droite un Michael Olise qui est vachement trop fort. Ouais, franchement, ce qu'il fait avec Compagnie, c'est encore ici, quand ils ont gagné 8-1 ce week-end, c'est beaucoup trop fort. Il est vraiment très 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 bon. Meilleur ailier du monde. Quoi? Meilleur ailier du monde. Meilleur ailier droit du monde. Enfin, non, il y a Lamine Yamal. Bien évidemment. Ça se bat avec Yamal. Ouais. C'est deux qui sont très très forts pour le moment. Du coup, il y a cette position de 10 où tu mets Cherki, qui a vraiment du diamant, de l'or dans les pieds, tout ce que tu veux. Ouais. Et puis t'as Ousmane Dembélé qui est comme un ballon d'or, donc tu peux pas dire que soi-disant le meilleur joueur du monde tu le mets pas, donc tu mets Ousmane Dembélé et tu vas mettre Mbappé clairement. Donc après, est-ce que tu mets Mbappé dans l'axe, Dembélé à gauche, ou est-ce que tu fais l'inverse? Ce sera sûrement l'inverse. Mbappé tu le remets à gauche
et tu mets Mbappé à gauche et Ousmane Dembélé devant, mais t'as un quatuor offensif. Mais oh my god, quoi. Mais il va se chier dessus, Didier Deschamps. Oh my Je pense God, qu'il va tu pas le mets faire. ce Parce qu'il va quatuor-là. avoir peur des retours défensifs et en plus. Bah, tu mets un vrai 6, un vrai 8. Tu Ouais. mets un Tchouaméni avec un Koné de la Roma. Tu mets Ouais. quelque chose du genre. Non, mais c'est Et là, évident. t'as 2 travailleurs dans ce terrain et tu mets aux 4 autres. C'est les magiciens. Tu leur dis, tenez, prenez le ballon et faites-moi rêver. Surtout que ça pourrait permettre à Deschamps d'enfin jouer avec ces fameux 2 milieux défensifs, 2 pivots Voilà, dont c'est ça. il rêve, C'est ça. en disant, bah écoutez, la création, je vais la laisser à Cherki. Bien tranquillement, il va jouer avec Mbappé et Olysée, avec devant peut-être un Marcus Thuram, peut-être un Kolo Muani. Enfin, on verra un peu la décision de Didier Deschamps dans cette position de numéro 9. Et puis derrière, au moins, je suis tranquille. Comme en 2018, je peux mettre 2-6 et il y a personne qui va m'emmerder avec ça. Je pense qu'il pourrait le faire. Maintenant, est-ce qu'il va avoir justement le cran de lâcher un milieu de terrain central pour donner un peu de liberté à un mec qui en a grand besoin pour être bon comme Ryan Cherki? Faudrait qu'il sorte de ses carcans, quoi. Tu le vois un peu sortir de sa zone de confort? Bah, c'est sa dernière année, donc s'il prend pas de risque maintenant, il n'en prendra jamais. Donc pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Surtout que Cherki, franchement, moi je l'ai vu souvent en Ligue 1 quand il était à Lyon. Il est vraiment, vraiment très bon. Et là, il a encore pris un step au-dessus. Donc non, franchement, top. Ce serait une bonne idée. Peut-être que s'il gagne le titre avec Manchester City, il prouvera qu'il est capable de le faire dans ce rôle, même au niveau des retours défensifs, parce que Deschamps, c'est ce qui lui fait peur. Donc. Ouais. L'exigence de Guardiola qu'il transforme, hein. Parce qu'ici, il avait fait un mauvais match. Je sais plus si c'était contre Chelsea ou je sais plus quelle équipe. Ouais, je crois que c'était Chelsea. Il a fait un mauvais match. Le match d'après sur le banc. Ouais, ouais. Le match d'après sur le banc, l'exigence que Guardiola a avec un Cherki. Et Ryan Cherki, c'est le joueur comme ça, le joueur de cité qui est très technique et tout, mais qui va être un peu entre guillemets nonchalant. Et si t'as justement quelqu'un à son dos, lui dire tu joues mal, allez t'es sur le banc, même si t'as du talent, t'es sur le banc, tu joues à Manchester City. Et donc c'est très très bon pour lui devenir encore meilleur et on le voit avec cette saison. Ouais, ça c'est, j'ai envie de dire, le problème Mahrez. Hein. Il a eu Mahrez, il a dû l'entraîner, il sait que Mahrez c'est un joueur qui nécessite un management constant sur le terrain, et il se dit je veux pas me retrouver avec les mêmes problèmes qu'avec Mahrez, donc je vais être 2 fois plus sévère avec Ryan Cherki. Et le pauvre en pâtit un peu, mais quand il est arrivé, je crois qu'il avait 10-15 kilos en plus. Comment il attend. Il est devenu finot, incroyable. Quelle été, transformation physique. On sent que Pep Guardiola, il est incroyable. Et même le discours. Vous vous rappelez, vous avez vu ce discours sur Noël? Ah, je vais arriver, je vais les peser. Ah ouais. Et ils faisaient carrément des photos. Ils ont ironisé là-dessus à Manchester City. Et ils ont fait des photos sur la balance avec les joueurs qui regardent. Est-ce que c'était de l'IA, ça? Non, c'est Samir Nasri qui disait aussi les anecdotes avec ça, ou même quand De Bruyne, il avait dû refaire 2 semaines à courir comme ça, à pas s'entraîner avec le groupe parce qu'il était pas prêt, il avait pas de poids de forme. Et Guardiola c'était un coach qui met énormément l'accent sur le poids de forme d'un joueur. Et c'était même, je pense, c'était Erling Haaland qui avait justement parodié ça, qui avait mis j'ai mon poids de forme parce que quand il était revenu justement des fêtes de Noël, et il y a rien à faire. Un joueur qui est en surpoids ou c'est très important pour eux. Donc, mais il joue là-dessus, hein, beaucoup. En bien conférence sûr. de presse, il a dit, je vais être très attentif, je vais regarder à ce qu'ils mangent. Ils peuvent manger un petit peu, ils bois ce que tu veux, mais par contre, rendez-vous sur la balance, quoi. Tu vois, il est vraiment assez, pour ça, assez maniaque, mais bon, c'est l'excellence, hein. C'est un peu des voitures de précision. Ils considèrent les joueurs comme des F1. Effectivement, c'est leur corps, comme tu dis, donc, c'est assez logique. Donc voilà. Je suis content que c'est pas si populaire que ça. Vous êtes quand même d'accord avec plus moi ou moins, quand même, sur Ryan Cherki. C'est bien. Bah, à vous de nous le dire, évidemment, dans les commentaires. Que pensez-vous de nos avis impopulaires d'une manière générale? Puis évidemment, on adore toujours vous répondre, hein, converser avec vous. Donc n'hésitez pas, c'est toujours un énorme plaisir. Le match de la semaine, maintenant, Charleroi Standard. Eh oui, Charleroi Standard. C'est le derby wallon, faut plus l'appeler comme ça apparemment. On me dit ouais, ça te plaît plus comme ça, faut plus l'appeler derby wallon, machin. Ok, d'accord. Bon, Charleroi Standard du coup, match très important pour les deux équipes, Thomas. L'un comme l'autre. Peu importe les circonstances. D'une manière générale, ok, mais ici plus pour spécifiquement pour le championnat, parce qu'on le sait, Charleroi sortira d'un match très important en Coupe de Belgique. Donc ça va être évidemment fondamental pour eux au niveau de la confiance. Et le Standard a quand même besoin de sortir avec un minimum de sourire pour démarrer 2026, quoi. C'était assez morose, la façon dont ils ont terminé 2025. Bah ouais, après ces deux clubs, hein, qui ont, après ça va, Charleroi a quand même fait une bonne fin de saison, fin d'année plutôt, parce que c'était quand même ils avaient un calendrier assez chargé, Charleroi, et finalement ils ont fait de bons résultats avec le nouvel entraîneur Hans Cornelis. Mais en effet, c'est un match important pour les deux. Celui qui perd fait une mauvaise affaire. Celui qui gagne fait donc une bonne affaire, mais c'est surtout important pour Charleroi de prendre les 3 points. Bonne ou mauvaise chose d'avoir confirmé Hans Cornelis? Bonne, parce que c'est un entraîneur qui a fait de belles choses dans les divisions inférieures. Il a pris de l'expérience, il était là sous Rick 2000,
Je pense que c'est une bonne option. C'est ce qui se fait quand même assez souvent les saisons précédentes, justement donner la chance à de nouveaux entraîneurs, des jeunes promesses entre guillemets. Donc non, je trouve que c'est une bonne solution, surtout que c'est un joueur qui connaît bien le championnat belge aussi. Il a joué très longtemps au Cercle de Bruges et à Genk, donc non, c'est un bon choix, je trouve. Quentin? Ouais, je suis d'accord, c'est un très bon choix. Tout simplement, invaincu dans les 3 derniers matchs. Les équipes, c'était quoi? C'était Union, Genk et aller gagner à Anderlecht, au Lottopark. Donc, très bonne performance. J'ai l'impression qu'il a le vestiaire avec lui qui le soutient. C'est aussi une bonne chose. Et aussi pour les finances de Charleroi, je pense pas que ce soit l'entraîneur qui coûte le plus cher pour Mehdi Bayat. Donc, je pense que tout le monde peut être content. Et il a confirmé avec 3 vraiment très très bons résultats, comme Thomas le disait. Calendrier difficile. Et il a su répondre présent. Au préalable, on dit 0 sur 9. Hein. Quand on voyait les 3 matchs pour Charleroi, pour moi, c'était carré, c'était 0 sur 9. Vu ce qu'ils avaient proposé les semaines d'avant, mais justement, donc de prendre ces points-là, ça confirme qu'il y a un certain potentiel avec cet entraîneur-là. Je vais te demander, Thomas, qui a le plus à perdre dans ce match? Ah, c'est ce que je disais, moi je pense que c'est Charleroi, quand même. Ah ouais? Ouais, parce que si tu perds encore, si tu perds ce match, le Standard prend encore une distance supplémentaire, même si la distance n'est pas énorme pour le moment, tu prends une distance supplémentaire, et aussi juste le fait de perdre encore un derby, ce serait problématique, surtout que le derby première partie de saison a été remporté par le Standard, alors que Charleroi dominait quand même, je me souviens de la première mi-temps, c'était quand même assez dominé par Charleroi, donc s'ils reperdent encore une fois, ce serait quand même catastrophique pour eux. J'ai vu Xavier froncer les sourcils. Non, au final, je suis d'accord avec Thomas, parce qu'au final, si Charleroi perd, il sera à 6 points du top 6. Alors que c'est pas dramatique en soi. C'est pas dramatique, mais 6 points, c'est quand même 2 matchs, ça commence à faire beaucoup, toi. Janvier. Ouais, mais bon, il reste plus que 10 matchs à jouer, hein. Ouais, pour moi, donc, c'est plus le Standard. Et donc 2 matchs, alors que le Star, même s'ils perdent, entre guillemets, ils sont sortis du top 6, hein. Ouais, mais Charleroi revient à égalité avec eux. Ils sont pas largués, ils sont pas dépassés. Ils sont quand même toujours dans la course au top 6. Tu sais que si Charleroi perd, dans les deux cas, c'est compliqué, tu vois. Dans les deux cas, que ce soit Charleroi ou Standard qui perd, ça va être dramatique pour l'une ou l'autre. De toute manière. Donc un match nul, ce serait bien pour les deux. Non, c'est intéressant. Ouais. Et dans la partie liégeoise, du côté du Standard, de quoi ils ont vraiment besoin pour progresser dans le jeu, pour voir un autre Standard un peu plus vaillant? De marquer des buts d'un buteur. Ouais. C'est la 3e plus mauvaise attaque du championnat et c'est top 6. Déjà ça c'est lunaire. Mais ouais, ils ont besoin d'un buteur. Il y a rien à faire. Ils en ont essayé, hein. Ils ont essayé Tom Henry, ça va pas. Ils ont essayé Ensa, ça va pas. Ils ont essayé Nkada, ça va pas. Nkada, ça va. Il a pas eu un buteur, frère. Il a juste fait le con le dernier match. On a demandé un buteur, pas un boxeur, hein. Ouais, c'est sûr. Il a fait le con. Ouais, mais techniquement, c'est un buteur, hein. Je suis désolé. Ce qu'il a prouvé en Ligue 2, c'était quand même assez costaud. Même si c'est la Ligue 2, je suis d'accord. Mais bon, il y a des joueurs qui viennent de D2, d'Estonie ou autres, à l'Union, ils font des super bonnes performances. Donc, moi, je trouve que c'était un bon transfert. C'est juste que là, il a fait une grosse erreur. Il a fait une grosse erreur. Mais bon, après, il faut l'apport aussi, hein. Quentin, si t'as pas l'apport, est-ce qu'il a eu des grosses occasions, des occasions franches ces derniers matchs? Non. On est d'accord. Il n'a pas eu vraiment de réelles occasions devant le but où tu te dis, punaise, ce buteur-là, franchement, c'est pas un buteur. Il rate tout devant le but. Mais non, il a pas les occasions. Donc, si t'as pas d'apport, t'as pas de but. Ouais, le Standard qui... c'est quand même triste l'attaque, quoi. Ouais. C'est 3e plus mauvaise attaque du championnat. Ouais, mais encore une fois, c'est comme Thomas dit, si t'as pas de ballon, au Standard, un problème d'attaquant, ça fait, ça fait 10 ans qu'on essaye des attaquants toutes les années, que tu entends se faire 3 ou 4, et chaque fois il est mauvais. Ils sont pas tous mauvais. Le problème, c'est qu'ils sont pas de ballon, ou ils ont une occasion par match. Il faut un vrai 10, un vrai créatif. Il y a combien d'attaquants qui sont passés depuis 5-6 ans au Standard ou plus, où tu te dis, à chaque fois, il est au petit rectangle et il tire à côté. Donc, il faut un 10, mais logiquement, Marc Wilmots, alors que je pense que c'est pas du tout l'ADN du club, en arc-tière, elle a un courri. Mais c'est pas un 10 assez bon pour être titulaire, il est pas assez créatif. C'est un bon joueur, mais tu vois, il a couru toute la saison titulaire en tant que 10, il a pas. Non, pas du tout. Pour moi, non, c'était pas le transfert qu'il fallait faire. Le transfert qu'il fallait faire, les partisans de notre club, c'était Kadri. Mais ça, on l'a déjà dit 40 000 fois. Mais c'est ce type de joueur-là que t'avais besoin au Standard. Mais Kadri joue plus bas en plus. Il joue dans un rôle 8. Ce qui permettrait au Standard de jouer dans un 4-4-2 qui est plus originel sur ça. Le succès du Standard, c'est toujours bâti sur le 4-4-2. Ouais, mais bon, c'est que... Et du coup, là, alors, il devra jouer avec 2 attaquants parce qu'il bougera pas Marco et Nielsen. Ouais. Du coup, il faut 2 buteurs. Ouais, c'est ça, exactement. Il faudrait 2 buteurs. Alors, actuellement, les infos que j'ai, que je peux vous donner, bon, évidemment, on est sur le dossier Arthur Masuaku, hein, que j'ai révélé il y a quelques jours. Ils arrivent à payer son salaire? C'est ça, c'est étonnant. Non, ce sera un deal avec Sunderland, à mon avis, sur les 6 prochains mois, parce que Sunderland compte pas vraiment sur lui. Et donc, du coup, ils sont en train de discuter, effectivement, pour... il me semblait qu'ils voulaient plus de prêt. Trouver un accord, qui ça ne veut plus de prêt? Le
Il voulait que des joueurs, ce que Marco Mats avait dit en début de saison. Il veut que des joueurs qui sont encore là pour la saison d'après, qui sont avec l'identité du club et tout. Oui, et donc ça irait d'argent, contre. tu veux faire quoi? Et Boca, ils sont où Offre refusée, 1.6. Ils voulaient payer en 4 1.6. fois. Donc offre en prêt avec option d'achat, avec à 1.6 million payable en 4 fois. Évidemment, Stoke City a dit non merci. Enfin, je veux dire, ils en voulaient au minimum 2 à 2 millions et demi. C'est impossible d'avoir ne serait-ce que même une possibilité de trouver un accord. Et c'était un prêt avec option. Ils avaient des offres sur la table. Il y a du Watford, il y a de l'Udinese, il y a du Schalke 04 dans les joueurs, enfin dans les clubs. Le président en plus, en prenant ça, il a dit non, mais on va essayer de le garder. Donc forcément, le Standard à ce moment-là, économiquement, c'était out. À la base, Eric, il voulait revenir parce que son meilleur ami, c'est Rafiki Saïd. Ah bon? Donc en gros, c'était le même côté, son meilleur pote, c'est Rafiki Saïd. Ils sont très proches et tout. Et c'était l'été, parce qu'ils disaient on va jouer ensemble, etc. Mais au regard de la façon dont la saison s'est faite, et le Standard n'a pas nécessairement gagné des points aussi en termes d'image au bout de la début de saison. Tout ce qui s'est passé, les joueurs entraîneurs virés, machin, bazar. Donc forcément, ça n'a pas joué en sa faveur. Et derrière, lui, il s'est dit, en fait, finalement, est-ce que soit je vais saisir les opportunités que j'ai en Allemagne, par exemple, soit finalement je reste et en saison prochaine je pars. Mais de toute façon, économiquement, le Standard n'a pas d'argent, ils peuvent pas payer Arthur Masuaku en termes de transfert. Ils sont obligés de faire un prêt. Donc c'est des discussions qui sont actuellement en cours. Et l'attaquant de Liège aussi, qui était dans le rumeur. Alors, ça, c'est bien que tu m'en parles, parce que j'ai un coup de fil du club Inself qui m'ont clairement dit, c'est pas moi qui ai sorti l'info, mais c'est sorti effectivement dans la presse par ailleurs, c'est complètement faux. Ok. Donc, ils sont absolument pas dessus, et apparemment, c'est l'agent qui va un peu faire mousser enfin, voilà. C'est effectivement le joueur qui était dessus, Saint-Tron, je pense. Saint-Tron. Ouais. Saint-Tron est un club intéressé par le joueur, j'en avais parlé début c'est décembre. Étonnant, je trouve. Effectivement, la Gantoise avait pris aussi des infos, mais je pense que le club le plus à même de prendre Oumar Diouf, qui est l'attaquant du RFC Liège, c'est Saint-Tron. C'est étonnant, ayant un Ferrari et Goto, il n'y a qu'une place. Ils sont préparés la saison prochaine, parce que Goto va partir c'est vrai, en Anderlecht. Ouais, voilà, de toute façon, c'est des discussions qui pour le moment ne sont pas très concrètes, mais qui ont existé en tout cas au début de décembre, au moment où peut-être Saint-Tron n'était pas extraordinaire dans le jeu. Je voulais revenir sur Charleroi une petite minute, pour vous demander si pour vous, du coup, vous parliez tout à l'heure, et c'est un peu la trame, hein, vous le comprenez, là, le fil rouge de cette émission, les playoffs, c'est encore possible, ou on peut définitivement les oublier du côté des Carolo? Bien sûr que c'est encore possible, même si je dis pas qu'ils vont être dedans comme j'ai prétendu la saison dernière, mais il y a encore moyen, vu la proximité entre les clubs, surtout qu'il reste encore 10 matchs à jouer. Bien évidemment, tout dépend de ce qu'ils vont faire dans le mercato aussi, parce que il y a quand même quelques postes qu'il faut réalimenter, et à voir ce que Cornelis fait avec ses choix, parce que il y a le choix gardien déjà à faire. C'est ce qu'il va garder de la Vallée, est-ce qu'il va remettre Koné. J'ai pu lire aussi qu'il était plus parti sur un Godin et Blum arrière droit, arrière gauche, au lieu de Van Akerkhoff et Nzita qui étaient normalement titulaires. Donc à voir ce qu'il va faire avec ses choix. Surtout que le match face au Standard, il y a deux grands absents, Titraoui et Camara, je pense. Ouais, Camara, il y a 2 milieux de terrain qui seront pas présents, donc il doit réinventer son milieu de terrain aussi, parce qu'il n'a pas beaucoup de possibilités dans son effectif à ce niveau-là. C'est très important que tu parles de Titraoui, parce que pour moi c'est un élément très très important. Est-ce qu'aujourd'hui Titraoui est devenu limite plus important que l'était Adem Zorgan dans ce collectif Carolo, Xavier? Pour moi, pas encore. Non. Il commence à prendre de la place de plus en plus, mais Zorgan, à Charleroi, ça reste c'est lui qui faisait tout, entre guillemets. Ici, Titraoui, il est encore un peu trop léger, je trouve, et des fois un peu trop impulsif. Enfin, comme ici, il est suspendu, il prend encore trop de fois des cartons inutiles qui lèsent un petit peu Charleroi. Genre, Zorgan, il a jamais pris 5 cartons sur une seule saison. Ici, on est mi-saison, Titraoui, il est déjà suspendu une fois. Il va peut-être avoir fois, je pense. Ouais, enfin, c'est son 5e carton de la saison, donc il va peut-être avoir d'autres suspensions encore. Il laisse des fois un peu trop dans le caca, entre guillemets, Charleroi, donc il doit encore s'améliorer à ce niveau-là. Le penalty face à Anderlecht, c'est aussi lui qui fait la faute. Il fait encore beaucoup trop d'erreurs pour dire pour moi, Zorgan est nettement plus important que lui, mais il est très complémentaire avec Camara, parce que je trouve que Camara, Titraoui, on parle pas beaucoup de Camara, mais il fait des très bons matchs aussi, donc c'est un milieu de terrain qui est assez complémentaire. De toute façon, ils vont chercher à le vendre à Charleroi dès qu'ils ont une offre importante. On le sait, les finances de Charleroi, elles sont pas non plus, elles sont dans le vert, mais elles sont pas nécessairement extraordinaires. Donc il faudra évidemment vendre Yacine Titraoui. Merci monsieur pour ce match de la semaine. C'est l'heure de l'happening. Oui, avec Thomas. Très simple. Donc ma question est simple, c'est qui sera dans le top 3 ? Donc ce sera très simple pour vous aussi, vous répondez
1, 2, 3, avec les clubs qui seront dans le top 3. Je commence par toi. 1, Club de Bruges, 2, Sporting d'Anderlecht, 3, Union Saint-Gilloise. Bruges, Anderlecht, Saint-Tron. Je dis 1, fais refait. 1, Bruges, 2, Voilà. Anderlecht, 3, Saint-Tron. Pour moi, 1, je prends un risque. Donc, pour moi, 1, Saint-Tron, 2, l'Union, 3, Club de Bruges. Saint-Tron, champion de Belgique. Je prends un risque, je prends un risque. Saint-Tron, champion. Pour moi, en 1, le club de Bruges, en 2, Anderlecht et en 3, Saint-Tron. Ok, c'est sympa. Donc on aurait potentiellement un Saint-Tron européen, quoi qu'il arrive, du côté de Xavier. Imaginons. Et c'est Non, pour incroyable. moi, surtout, Ligue des Champions, Saint-Tron. Ah Imaginons. ouais, c'est clair. C'est Non, clair. mais je sais pas, je sens. Ah bah on va aller manger des frites au Steyen, les amis. Hein, c'est aussi simple que ça. On va aller voir le Barça au Steyen. C'est magnifique. Et puis après on va aller dormir à l'hôtel, évidemment, parce qu'on aura trop bu. Enfin Non, mais voilà, tout est possible. Hein. Ah, la Tout est possible. Belgique, c'est effectivement Ouais, tout est possible. une terre un peu surprenante. Mais bon, moi je pense qu'effectivement, on est dans le doux rêve. Hein. Ouais. Je pense que ça va commencer à Moi, s'accélérer. j'aime ce rôle d'underdog, tu vois. Ouais, mais c'est parce que t'as pas vu les premiers matchs. À mon avis, dès la semaine prochaine, on va se retrouver, évidemment, et tu vas dire ah ouais, mais en fait, c'est pas si bon que ça. Après, ils ils ont veulent pas gagner. repris. Ils jouent à domicile contre l'OHL. Contre le HL. À domicile. J'ai pris un risque l'année dernière avec l'Union, ça a marché, donc je reprends un risque Saint-Tron, champion. Ah bah, donc magnifique. il est temps d'aller mettre un petit billet, les gars. Voilà, ça c'est son vrai unpopular opinion en fait. Saint-Tron champion pour Thomas, vous l'aurez retenu ici en premier. C'est la grande phrase évidemment de cette émission. On va encore le mettre en avant parce qu'il le mérite et il a du talent. Les révélations 2026, le joueur qui va exploser en 2026. Là, vous m'avez sorti des noms incroyables. On va aller sur le national, mais je vais d'abord sur Xavier parce que lui, il est international. Ah, moi, je connaissais que les autres avaient pris des joueurs en Belgique, donc on va aller voir un petit peu à l'étranger. Un championnat que tu commentes souvent en plus, Safa. Moi, j'ai pris Davide Bartezaki, le défenseur latéral gauche du Milan AC, 20 ans. De base, il devait pas jouer cette saison, parce qu'ils ont transféré Estupiñán de Brighton pour 17 millions, je crois. C'était lui qui devait être titulaire, sauf qu'il était toujours cata. Et donc maintenant, t'as Bartezaki qui s'est imposé comme titulaire depuis la moitié de la première partie de saison. Il a que 20 ans, comme je l'ai dit, et je pense que il va pas mal continuer à exploser en 2026. Ça m'étonnerait pas que les latéraux, c'est toujours que c'est fort recherché dans plein de clubs. Ça m'étonnerait pas qu'on en parle de plus en plus en Europe. Thomas. Moi, je connais pas, donc je peux pas donner mon avis, mais. Non, mais je me doute, Ouais. hein, le football italien, si déjà la CAN tu la regardes pas, alors le foot italien, elle va aller à la casserole, hein, on va dire ça gentiment. Non, mais très clairement, effectivement, c'est un joueur très très fort et même s'il a fait une petite erreur quand même, hein, Ouais, mais il a 20 ans, ça peut arriver. sur ça. le penalty Ouais. dernière seconde là du match que j'ai commenté contre la Genoa, Ouais. c'est vraiment une erreur d'inexpérience, mais c'est peut-être le latéral gauche qui est amené à devenir celui des titulaires chez les Ouais, Diables, remplacer chez la Squadra Di Azzurra. Marco dans quelques années, quoi. Ouais, il peut le faire. En tout cas, merci pour ça. Thomas, c'est un Belge. Ou plutôt, c'est un joueur Ouais. du championnat de Belgique. C'est pas un Belge, il a pas du tout un nom belge d'ailleurs. Il a pas un nom qui correspond aussi à sa nationalité parce que c'est un Brésilien. Guilherme. Guilherme, oui, mais Smith, ça fait un peu anglais, quoi, tu vois. Donc c'est un Peut-être que son remix. papa est anglais, tu ne le sais pas, tu ne le connais pas, tu ne lui as pas demandé. Il y a moyen. Ouais, pour moi, c'est Guilherme Smith de l'Union. On l'avait une fois à l'œuvre juste avant la trêve face au Cercle de Bruges. Il a fait une très bonne première mi-temps et de manière globale, une très bonne rencontre parce qu'il a quand même joué, je pense, 88-89 minutes à la place de Nyang qui a été appelé en dernière minute du côté de la CAN. Mhm. Donc non, j'ai vu un joueur avec du potentiel. C'est un joueur qui vient du même club que Promise David, qui avait aussi des très 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 bonnes stats. Donc c'est un joueur en fait très statistique et je sens qu'il va prendre la place de Nyang et qui va justement monter en puissance durant les mois prochains. Est-ce que David Hubert est capable, avec sa méthode de coaching, de le faire progresser? Parce que j'ai vu quand même j'espère. beaucoup de critiques aujourd'hui sur David Hubert. Oui, mais j'espère qu'il va prendre le risque justement de aligner ce joueur-là à la place de Nyang, parce que Nyang c'est un titulaire confirmé dans l'effectif de Hubert, mais est-ce qu'il va oser prendre le risque de placer Guilherme Smith à la place de Nyang? Telle est la question. Guilherme Smith, donc de l'Union Saint-Gilloise. On passe maintenant à Quentin, qui lui a choisi un jeune du Standard de Liège. J'ai bien nommé Charlie Spoden. Charlie Spoden, exactement. 17 ans. Charlie Spoden, on dirait un espèce de monsieur détective. Charlie Spoden, toujours à la recherche du bon filon. Tu vois ce que je veux Là, dire? franchement, Il a 17 ans. Exactement, 17 ans. Il était au début de la saison avec les U18 du Standard. Puis il était monté avec le SL16. Et maintenant, déjà dans le noyau pro, il est même monté ici au jeu lors du stage hivernal contre le Hertha Berlin. Et passeur décisif sur le goal de Coabita. C'est un joueur qui a un peu ce rôle entre le 10 et le 6, un peu box to box. Et franchement, quand on voit ce qu'il donne, il a vraiment du ballon. Et donc c'est peu ce qui manque
au Standard et enfin avoir un jeune, ça fait longtemps je pense, qu'on n'a plus eu un jeune de l'académie qui toquait aux portes de l'équipe première. Et Donc, il joue quel poste? il est vraiment entre 6 et 8, un peu box to box. Donc il a vraiment quelque chose, on a notamment sur le goal qui fait à quoi 8 ans, on voit qu'il a touché de balle, donc notamment pour apporter des actions offensive, ça pourrait être sympa. Je dis pas qu'il soit titulaire, bien entendu, parce qu'il est encore très jeune, il a que 17 ans, mais c'est un joueur que le coach aime vraiment bien en plus, et je pense qu'on pourrait le voir quelques apparitions, et l'année 2026 est longue, donc potentiellement la saison prochaine aussi. T'as vu quelque chose en lui, en tout cas. Il a du talent, et c'est le joueur qui a le plus de talent de l'académie du Standard. Ça réussit souvent bien, hein, cette espèce de 6-8 comme ça, petit joueur, un futur peu... Son idole est Pedri. Ah bah voilà, Donc, mais c'est exceptionnel. Si ça, on a tu un peux, joueur comme Pedro Standard de pas, Liège, je pense qu'il Non, va mais dans pouvoir... dans ce profil-là, c'est Ouais. comme ça qu'il a bien joué. Moi j'aime bien Asengue. Je trouve qu'Asengue va exactement, faire quelque chose de je suis très d'accord avec toi. bien. Il a vraiment du ballon. Ouais. C'est Incompréhensible qu'il joue pas au Standard avec l'absence de Fossé, mais... absolument incompréhensible. Peut-être que Vincent Evrard attend de lui un peu moins de nonchalance aux entraînements. Ouais. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais le potentiel, Ouais. il est tout à fait là. Asengue, il va faire quelque chose de très bien. Et donc, Charlie Spoden, en tout cas, merci d'avoir donné ces petites pépites. Moi, j'en ai choisi une. Bon, vous n'avez pas vu la CAN, encore une fois, c'est ça le problème. Mais non, mais je vais quand même, je vous en veux pas, mais je l'ai quand même dit 12 fois hein, dans cette émission, donc c'est que je vous en veux un peu. Ce qui est réel, c'est que Samuel Coteau, c'est un joueur extraordinaire. Il a fait une CAN fantastique. On ne le connaissait pas vraiment du côté de la Gantoise, on n'en parlait pas beaucoup. Il a installé véritablement, franchement, un rôle de leader avec le Cameroun de Pagou, et franchement, je suis impressionné par Coteau. Mais est-ce qu'il sera encore en JPL en février? C'est la vraie question. C'est la vraie question parce que la Gantoise est déjà en train de regarder le profil de Diego Carlos, qui est un joueur brésilien passé par Santos du côté de la Hongrie, aussi que la MLS New England notamment regarde avec attention. Donc peut-être qu'il va partir, Samuel Coteau. Les clubs italiens sont derrière lui. Mais c'est quand même dingue. Il est arrivé cet été, quoi. Tu vois, on a fait 6 mois, on l'a même pas vu en Belgique. On l'a vu en début de saison. Il jouait. Il jouait en début de saison. Et moi, franchement, je l'ai trouvé pas forcément mauvais, mais beaucoup de fébrilité, un manque de confiance. Tu voyais qu'il était pas sûr. Peut-être que, je sais pas, le Cameroun, est-ce que ça joue à 2 derrière ou à 3? Ouais. Ok, donc ouais, non, à la Gantoise aussi, en l'occurrence. Il a fait des erreurs et tout. Ouais, je l'ai trouvé très fébrile, pas assez bon. Peut-être qu'il a encore besoin d'un temps d'adaptation. Il se sent peut-être mieux dans l'équipe nationale, etc. Enfin bref, à voir. Peut-être avec 2000, s'il reste, il y aura peut-être une chance, parce que c'est vrai que la défense de la Gantoise, c'est pas tout beau tout rose, hein. Ouais, tout à fait. Il y a de l'espace pour devenir titulaire. Exactement. Et Samuel Coteau qui donc est un joueur très fort, notamment dans les premiers mètres, très très bon au duel, au face à face. Il est vraiment solide, jeu aérien, il est présent, il a beaucoup de qualité et il est très jeune, il a 21 ans. Donc c'est un défenseur qu'il faut évidemment regarder à l'œil. Petit round-up quand même de trois infos mercato que je peux vous donner. On vous donne évidemment rendez-vous comme d'habitude mercredi sur les différents réseaux d'Unibet Experts pour Wait and See, pour faire un petit point effectivement sur ce qui se passe pour le moment. À Anderlecht, on cherche toujours un gardien, vous l'avez compris, il y a toute une série de rumeurs, c'est pas encore confirmé. Anderlecht qui a tenu à démentir la possibilité de voir Julien Duranville arriver en prêt. Le Standard de Liège enquête donc d'un latéral gauche avec les discussions en cours pour Arthur Masuaku, et peut-être aussi un ailier gauche pour apporter de la concurrence à Rafiki Saïd. On a également dit que ça regardait au niveau des attaquants, mais pour le moment, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va surtout aller sur le côté gauche, essayer de le renforcer, parce qu'apparemment, ça a été très problématique au début de 2 saisons. Le club de Bruges à fond sur un flanc, ça on peut vous le dire, très clairement. On vient de le dire, Gant, défense centrale, et puis Westerlo va essayer de remplacer Tur Romans, qui va partir du côté des Glasgow Rangers. Voilà un peu ce qui se passe pour le moment au niveau des mercatos en JPL. Bon, quand tu as évidemment plus d'informations, on vous donne rendez-vous sur X, sur mon compte Twitter. Mais voilà un peu le topo. On va se retrouver la semaine prochaine avec l'analyse des matchs. Cette fois-ci, on aura vu un peu de Jupiler Pro League. On a hâte, quel plaisir. C'est de retour. Franchement, on est libéré. Ça nous avait manqué. Enfin, perso, ça m'avait très manqué. Cette trêve. Ouais, mais en tout cas, m'a vraiment fait sentir que t'en avais envie. J'en ai besoin. Au départ, je me dis, c'est tir. Non, mais il a vraiment envie de voir les matchs. Ça nous manque quand même comme ça. C'est vive les week-ends. Nos week-ends, ils sont incroyables avec les matchs de foot. C'est incroyable. L'adrénaline et tout que ça procure. Je trouve ça trop bien. Moi, je kiffe trop. Et on commence donc avec un match exceptionnel qui était notre match de la semaine. Charleroi Standard. Absolument passionnant à suivre, qu'on a analysé. Quentin, merci beaucoup. Thomas, merci.
Avec plaisir. Et Xavier, merci. On vous donne rendez-vous dans les commentaires, évidemment, pour le maillot d'Ardon Jachari à gagner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Unibet Experts pour forcément remporter, avoir une chance de remporter ce maillot. Et évidemment, le score final de la rencontre entre Como et Milan, ainsi que les minutes de temps de jeu que va avoir Ardon Jachari dans ce match. Ça se passe évidemment dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'était le Football Time. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'était le plus important. À la semaine prochaine!